Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Avec lui, nous allons parler du Mali, tentative d'agression à qui profite le crime. Nous allons également parler du Cameroun, les vacances de Biya perturbées en Suisse par des manifestations. Et puis, enquête logicielle espion Pegasus contre le terrorisme ou pour le musulman. Maître Éric Emmanuel Sosa, bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer par votre présence. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On va commencer par le Mali. Un homme a tenté de poignarder le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, durant le rite musulman avant d'être interpellé. Paris a d'ailleurs condamné l'agression et appelé à la sérénité pour la poursuite de la transition jusqu'à son terme. À qui profite le crime, Maître Éric Emmanuel Sosa? Mais pour l'instant, on se perd en conjecture parce qu'on est aujourd'hui pris en tenaille entre l'acte isolé, le complot organisé ou encore la mise en scène. Parce que certains éditorialistes ont parlé, avec raison d'ailleurs, d'une mise en scène parce que on se demande pourquoi 24 heures après, on n'a pas plus avancé dans l'élucidation des conditions dans lesquelles la chose s'est produite. Bon, en règle générale, on a arrêté 2 personnes, c'est-à-dire l'auteur présumé et son complice, lui aussi présumé. Et bon, il aurait suffi d'interroger leur dernière communication téléphonique pour savoir s'ils étaient en contact avec qui, etc. Et qui serait un éventuel commanditaire en remontant légèrement dans le temps à 1 mois à peu près, si le plan avait été mis en place depuis au moins 1 mois. Mais on n'a pas tout ça. L'enquête est totalement muette sur les éléments qui ont été rassemblés et qui sont stables pour l'analyse. Donc aujourd'hui, comme je le dis, on ne sait pas trop à 24 heures après véritablement ce que c'est, s'il s'agit d'un attentat ou s'il s'agit d'une mise en scène, parce que c'est toujours comme ça. On l'a déjà vu, hein, quand on a fait un coup d'État qui est devenu impopulaire, on essaye de se faire passer pour un martyr. On crée les conditions d'une victimisation. Comme par hasard, le militaire très agile a réussi déjà à neutraliser lui-même tout seul l'agresseur avant que sa garde ne se réveille. Garde d'ailleurs qui était tout à fait réduite. On peut comprendre que le jour d'une fête comme l'Aïd el-Fitr, qui est une fête religieuse majeure, on adoucisse la présence militaire dans un lieu de culte, comme dans une mosquée. Et en plus, vu son emplacement, il était tout à fait au-devant, dans la première rangée, on va dire. C'est la rangée des dignitaires. En fait, quand on est à l'église, on ne devrait pas connaître de dignitaires, puisqu'on considère que tous les humains devant Dieu sont égaux. Mais bon, peu importe. Dans ce dispositif-là, quelqu'un a pu réussir à traverser la foule pour venir s'attaquer au président de la transition, pile poil devant toutes les caméras du monde. L'affaire est un peu grosse, quand même. C'est-à-dire que quand on est candidat au suicide, on fait ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est un acte djihadiste? Qu'on nous le dise. Est-ce que c'est un activiste politique très énervé contre la transition et son président? Qu'on nous le dise. Est-ce que, finalement, c'est quelque chose qui était un montage grossier pour essayer de se donner quelques moyens de justifier des prolongations que autrement on ne pourrait pas expliquer? Ça aussi, ce n'est pas complètement exclu. Et on l'a déjà vu, hein, après un coup d'État, comme je disais tout à l'heure, après un coup d'État décrié, honteux, on vient se donner de bonnes raisons de faire les prolongations, parce que, bon, autrement, si on n'était pas martyr, s'il n'y avait pas un danger évident pour tout le monde, on n'aurait pas de raison d'expliquer aux gens pourquoi il faut avoir une rallonge d'une transition que beaucoup de gens trouvent irréaliste, trop courte, et finalement, pas très bienvenue. Maître, nous allons étudier tous les prismes de votre intervention. Vous avez plus expliqué l'aspect mise en scène. Si c'était un complot, quelle peut être l'origine de ce complot? Mais c'est justement ce que je disais. On se perd en conjecture, parce que des gens qui seraient pas d'accord avec la transition, avec le coup d'État, ils sont nombreux au Mali et à travers le monde. D'abord, les auteurs, on nous a pas dit exactement qui ils sont.
Est-ce que ce sont des djihadistes? Est-ce que ce sont des radicalistes? Est-ce que ce sont des extrémistes? On n'en sait rien. Ou simplement des citoyens, on va dire, énervés, qui expriment de façon violente leur désaccord avec ce qui se passe dans leur pays. Ça aussi, c'est possible. Mais c'est-à-dire que ce que je trouve le plus inexcusable dans le silence de 24 heures, c'est que ça devait être très simple, quoi. Si on arrête en plus sur le fait, en flagrant délit, au moins pour tentative d'assassinat, l'auteur et son complice, on devrait réussir à circonscrire rapidement quels sont les mobiles. Mais là, aujourd'hui, on ne sait toujours pas. On nous dit l'enquête se poursuit. Mon Dieu, avec quelle lenteur! On attend à la vie du président de la République, parce que Assimi Goïta, qu'on le veuille ou non, il s'est autoproclamé comme tel, et il a reçu sur le fait l'assentiment complet de la Cour constitutionnelle. On en a déjà parlé ici. Donc, il est le président de la République, chef de l'État. Il se passe là, et 24 heures après, on est encore dans ce brouillard. C'est ça qui me paraît grotesque. Voilà. Quelles peuvent être, selon vous, les conséquences de cet acte sur la transition au Mali? Ça lui permettra peut-être de durcir un peu les lignes, pour dire attention, il y a un danger réel. Si moi-même j'en suis victime, attention, vous, citoyens ordinaires, vous êtes encore plus exposés. Ça peut être un prétexte pour créer justement un système plus répressif et plus réducteur des libertés individuelles et collectives. Oui, c'est ça le danger. C'est la raison pour laquelle je dis, en ne disant pas clairement ce que c'est, on peut nous expliquer que c'est un acte isolé de quelqu'un qui est inconscient, malade mental, parce que bon, il faut être fou quand même pour faire ça, de cette façon-là, quoi, je veux dire. Hein, bon, on pourrait nous expliquer ça. On pourrait même l'accepter, sans critique. Mais là, en nous disant rien, on nous condamne à... qu'on prend du temps pour faire les enquêtes. On prend du temps, franchement. Non, mais écoutez, bon, je veux bien au moins, à minima, qu'on nous dise exactement... Bon, parce qu'on dit qu'il était sous l'effet d'une drogue et que, bon, il n'était pas en état de répondre à des questions. En 24 heures, dis donc, c'est une drogue extrêmement puissante. Non, je veux dire... Là, ça ressemble vraiment à du bidouillage, honnêtement. Allez, on passe au Cameroun. Les vacances de Paul Biya perturbées en Suisse par des manifestations. Maître, comme en 2019, les vacances du président camerounais sont perturbées par des opposants, des manifestants. Pourquoi toujours choisir la Suisse pour passer ces vacances? Mais parce que les abords du lac Léman sont très cléments, doux, etc. Et Monsieur Biya a de bonnes raisons, à son âge bientôt canonique, d'aimer la douceur de vivre, qu'on trouve davantage sur les abords sur les berges du lac Léman qu'on ne trouve au Cameroun. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, ce monsieur, en 37 ans de règne, il a passé 4 ans et demi à Genève. Sur les 37 ans. C'est-à-dire que bon, c'est quelqu'un qui, quand il va au Cameroun, est un peu en visite officielle, quoi. Pas en visite de travail, il est en visite officielle, chez lui, au Cameroun. Un humoriste avait dit ça, on avait rigolé, mais là, ça se confirme de plus en plus. Dire que il est plus à Genève qu'il n'est au Palais des Tout-Dits. C'est un peu curieux. Maître, quelle est l'identité ou bien les identités de ceux-là, de ces manifestants chaque fois? Ils sont nombreux. Et en 2019, vous l'aviez dit, on a vu sur les réseaux sociaux et même dans la presse la plus officielle, des Camerounais vivant en Suisse ou des Suisses-Camerounais qui ont protesté, qui sont allés là-bas réclamer que l'on expulse Monsieur Biya, comme on les expulse eux et que Monsieur Biya n'arrive pas à les protéger, mais qu'on l'expulse lui, parce qu'il a un séjour qui devient irrégulier, parce qu'en prolongeant comme ça, attendez quand même, il me semble pas que les chefs d'État étrangers aient un droit au séjour très long dans un pays étranger. Quand vous avez un visa, dans
beaucoup de pays, on vous alloue, aux États-Unis notamment, le visa touristique, c'est 90 jours. Mais M. Biya, apparemment, il a un visa qui est beaucoup plus long que ça. Il n'a pas autre chose à faire que de faire du tourisme, bon, d'accord, peut-être de santé. On peut accorder à quelqu'un qui a son âge, plus de 86 ans, je crois, de bénéficier. Mais alors à ce moment-là, qu'il prenne sa retraite et comme ça, il va se soigner pour de bon. Mais qu'il n'embête pas les Camerounais au détriment de leur confort à eux et en prenant des largesses sur les deniers publics pour aller vivre la douceur de vivre qu'il a décidé aux abords du lac Léman. Non, ça c'est vraiment, c'est indécent. Voilà. Pour dire le moins, c'est indécent. Et dans tous les cas, ce n'est pas défendable. Ouais. Voilà. Vous avez dit qu'il n'embête pas les Camerounais. Je vais vous poser cette première question. Est-ce qu'il n'embête pas les Suisses? Parce qu'on voit des manifestations. Davantage, parce que si j'étais un officiel suisse, je questionnerais sérieusement les droits au séjour de M. Biya. Il faut que ce soit, à ce moment-là, pour des raisons impérieuses, qu'il obtienne le droit de venir rester en Suisse. Pas d'entrer et de sortir. Non, en tant que chef d'État étranger, avec un pays avec lequel, par ailleurs, on entretient des relations diplomatiques les plus ordinaires, on va dire, il n'y a aucune raison de lui empêcher le séjour. Mais au moins, il faudrait qu'il y ait quelques limites. Et ce ne serait pas mauvais de le lui rappeler. Vous êtes d'abord président du Cameroun, pas touriste permanent en Suisse. Ouais. Ça ne serait pas une mauvaise chose, ce ne serait pas une inimitié de dire ça à un chef d'État. Ouais. Vous l'avez dit, ça fait 37 ans que Paul Biya dirige le Cameroun. Qu'on voit l'homme aussi diminuer, est-ce que c'est aussi important qu'il soit toujours président du Cameroun? Ah, ça, c'est lui qui dit qu'il est indispensable pour le salut du Cameroun. C'est lui qui dit ça. Hein. Autrement, il y a beaucoup de Camerounais qui sont complètement certains de ce qu'il est plus adéquat au poste. Ce n'est plus l'homme de la situation depuis très longtemps. Et attendez, c'est faire insulte à ces millions de Camerounais. Mais les Camerounais, attention, c'est pas des rigolos. Hein. Quand ils veulent se former, ils se forment très sérieusement. Et quand ils conquièrent des niveaux de compétences, c'est souvent très élevé. Alors dire que il y a au Cameroun personne en dehors de Monsieur Biya, c'est faire insulte à ces millions de gens pour qui j'ai un immense respect. Non. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça. Non, il y a énormément de Camerounais, par dizaines, par centaines, capables de remplacer M. Biya dans l'heure qui suit. Oui. Et visiblement, maître, on a l'impression que quelquefois, c'est l'entourage aussi qui agit. Hein. Mais c'est souvent le problème. Attendez, oui, on l'accable assez facilement, le pauvre père Biya. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui seront au chômage définitivement si M. Biya n'était plus au pouvoir. C'est là le vrai souci. Et c'est de cela qu'il s'agit. Mais bon, il en est ainsi de toutes les élites africaines et dans tous les pays d'Afrique. Hein. C'est pas. Attendez. Non, aujourd'hui, avant, on faisait des coups d'État avec la Kalachnikov à la main. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Hein. On fait des toilettages, du blanchiment de constitution en réunissant les grands esprits de juristes. Et on réalise exactement le même projet politique qu'en faisant un coup d'État militaire. Comme le coup d'État militaire est décrié et qu'il est devenu ONI, on fait les coups d'État constitutionnels avec des gens en col blanc et stylo Mont Blanc. On réalise aussi le même résultat. Ouais. Les instruments sont différents, les armes pour le faire aussi sont différents, mais le résultat est le même. Donc oui, c'est le problème qui se pose. Ouais. La justification de mandats inconstitutionnels, les modifications de constitution pour s'aligner à la volonté du pouvoir en place, on a vu ça partout. Et ça tend même à devenir la norme. Se regarder en Afrique de l'Ouest, à quelques exceptions près, Nigeria, Sénégal, qui n'a pas encore touché à la chose, le Burkina Faso, qui s'en préserve, Dieu merci, le Bénin, qui a clairement défini, aussi bien dans sa constitution, et mis les garde-fous, et un président béninois qui a dit avec moi, ça n'arrivera pas. C'est pas moi qui vais rompre la chaîne de régularité de 2 mandats de mes prédécesseurs. Bon, donc au moins dans ces pays-là, on a. Mais dans tous les autres,
en Afrique francophone, vous avez des anomalies constitutionnelles. En 1987, lorsqu'il prenait le pouvoir, les Camerounais le considéraient comme le Messie ou bien Messie. Aujourd'hui, c'est l'enracinement du régime Paul Biya qui fait que le Camerounais politique n'arrive plus à parler. Maître. Ah oui, vous avez raison, votre analyse est tout à fait juste. Oui, aujourd'hui, le Camerounais de base, non, c'est pas qu'il n'arrive plus à parler. En réalité, on se fout de ce qu'il dit. Vous savez, on dit la démocratie, c'est cause toujours, et la dictature, c'est ferme ta gueule. Au Cameroun, on a les deux ensemble. Cause toujours et ferme ta gueule. Quand ça me dépasse, tu fermes ta gueule. Donc, vous voyez, à ce compte-là, qu'est-ce que vous voulez? Maurice Kamto, qui a été le challenger du précédent scrutin, s'est retrouvé en prison pour des raisons les plus abjectes. Faut bien le dire. C'est-à-dire qu'on va arrêter la langue de bois. Si on veut que les choses avancent correctement, essayons au moins, quand nous sommes sur un plateau comme celui-là, où à tout le moins on jouit d'une liberté de pensée et de parole, de dire au moins quelque part de vérité. Ce n'est plus défendable. Ce qui se passe au Cameroun, ce n'est plus défendable. Alors oui, que des gens manifestent en Suisse contre la présence de M. Biya, où une suite est facturée à 150 000 € le mois, le Camerounais de base a des raisons de protester, oui. Ils sont en Bastille, hein, vous l'aviez dit, au Cameroun, Maurice Kamto, par exemple. Est-ce que vous pensez que cette manifestation en Suisse aura écho au Cameroun? Forcément. Ah non, mais attendez. Oui, au Cameroun, les gens sont très friands de la situation. Ils s'en régalent. Ils voudraient que ça continue, d'ailleurs. Et probablement, ça va continuer, parce que les autorités suisses du canton de Genève avait d'abord autorisé, puis interdit une manifestation. Mais il y a une requête qui est présentée, d'abord un appel contre cette interdiction, et il y a une demande de manifestation qui a été présentée encore aux autorités, qui va probablement connaître le même sort que le précédent, c'est-à-dire recevoir l'approbation des autorités locales. Donc on va voir. Mais ce bras de fer est intéressant. Oui. Allez, on va parler de cette enquête au niveau du logiciel espion Pegasus contre le terrorisme. On va poser cette question à Maître Éric Emmanuel Sousa. Ou pour le musulman? Musulman de qui? Après, attendez. Non, là encore, vous voyez, on pousse des cris d'orfraie. Ah, Pegasus, oh là là, mais on écoute des journalistes. Mais ça fait très longtemps qu'on écoute les journalistes. Mais on a l'impression que cette fois-ci, c'est parce qu'on a désigné des journalistes que c'est devenu scandaleux. Mais on écoute des avocats, personne ne s'en émeut. On écoute des hommes politiques, en ce compris, même des chefs d'État étrangers. Personne ne s'en émeut. Ou alors c'est plutôt ça qui fait qu'en ce moment, ça fait un peu de vague. Mais quand même, essayons de garder l'esprit totalement froid. Quoi? Le président de la France serait écouté par les services secrets marocains? À quelle fin? Pourquoi ils ont besoin de l'écouter, lui en particulier? Mais en même temps, on nous apprend que le roi du Maroc lui-même fait partie des victimes. Alors finalement, qui est à la manœuvre? Attendez. En plus, vous savez quoi? Peut-être qu'on peut comprendre ça avec vous, Maître Éric Emmanuel Sousa. Je me suis posé aussi cette question. Mais oui, mais alors justement, qui est à la manœuvre? Qui a intérêt à écouter le roi du Maroc en même temps que le président de la France? Certainement pas les services secrets marocains, puisque ils ont d'autres moyens d'écouter le président de la France, ou bien leur roi. Il s'exprime, il a des intentions qui sont connues de son cabinet. D'accord? Bon, et il a un gouvernement qui parle et qui définit la politique du roi. Mais donc, eux n'ont pas besoin d'aller écouter leur roi, n'est-ce pas? Bon, la France est un pays ami et allié. Pourquoi auront-ils besoin de l'écouter? Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, cette affaire Pegasus, on va dire, c'est un plantage de tout un système. En fait, c'est les systèmes de contre-espionnage qui ont failli, et le Pegasus est rentré dans des failles. Et on se retrouve avec des gens qui voulaient écouter d'autres gens et qui finalement se sont retrouvés sur la liste de Pegasus. Mais honnêtement, vous savez,
c'est pas d'aujourd'hui. Et c'est pas uniquement Pegasus. Ouais. On en parle peut-être parce qu'on a des comptes à régler avec des Israéliens ou je sais pas quoi. Mais bon, parce que les Israéliens ont développé des techniques. Mais depuis longtemps, on sait que le Mossad est l'un des services secrets les plus puissants au monde parce qu'il a des méthodes qui sont technologiquement plus avancées que d'autres. Bon, ils le font pour se protéger de beaucoup de choses. Mais pour museler la presse, on n'a pas besoin nécessairement de Pegasus. Hein. Chez nous, ici, tranquillement, on sait faire aussi. Des avocats sont écoutés à longueur de journée. Vous savez, l'affaire Paul Bismuth en France, n'est-ce pas un avocat qui est écouté? Bon, on fait semblant de non, ça c'est normal parce que bon, on est dans une procédure pénale et on a trouvé toutes les raisons et même la chambre criminelle de la Cour de cassation a justifié juridiquement l'écoute d'un avocat dans le cadre d'une enquête. Maintenant, on sait qu'on peut le faire. Alors que ce soit par Pegasus ou par un autre moyen, qu'est-ce que ça change? On le fait depuis longtemps déjà, et on le fait très bien. Avec ou sans Pegasus. Alors bon, Pegasus, peut-être que c'est plus massif, parce que bon, ils se sont donné les moyens d'écouter plusieurs sources à la fois. Mais bon, ça pose la question principalement de la protection des sources des journalistes. Oui. Mais ça pose aussi la question du secret professionnel de l'avocat. Ça pose le problème du secret militaire pour des hommes politiques. Bon, quand on écoute des parlementaires qui sont membres de commissions défense de leur Assemblée nationale, ça pose des problèmes, oui, effectivement. Mais c'est un monstre qu'ils ont inventé qui est en train de les manger eux-mêmes. Alors pourquoi maintenant, on va se demander pourquoi un pays comme le Togo est abonné aussi à Pegasus. Bon, on n'a pas d'intérêt stratégique éminent à défendre, mais on a Pegasus. Ça veut peut-être dire que nous avons des services secrets qui se soucient d'efficacité technique. Alors, maître, c'est vrai que vous avez brièvement parlé de cela. Quel intérêt? Quels sont les intérêts peut-être qui sont cachés derrière cela? Les intérêts? Ouais. C'est de la surveillance. Vous savez quoi? Tout cela est extraordinaire. Aujourd'hui, vous savez, même les élèves de lycée, ils ont un moyen d'investigation très intéressante. Vous avez une petite copine dont vous avez envie de suivre la vie extra-copinage, allez sur son compte Facebook et vous aurez à peu près toute la lecture de ce qu'elle a fait dans les derniers 24 heures, avec qui elle a fricoté, où elle est allée, etc. Et avec la géolocalisation sur votre téléphone, vous savez exactement où elle se trouve à l'instant où vous parlez. D'accord? Bon, ça, on l'a déjà entre les mains d'un gamin de 17 ans. Alors, on va nous dire qu'un État, quand il veut aller un peu plus loin dans ses pouvoirs d'investigation, doit se priver de moyens techniques avancés. C'est de quoi on parle? C'est de l'hypocrisie totale. Alors cette affaire de Pegasus, franchement, c'est une baudruche. C'est gonflé à l'hélium, cette histoire. Et vous pensez qu'on va arriver à voir clair dans cette affaire? Pas plus clair qu'on a su. Parce que, attendez, alors, il faut qu'on nous dise qui sont les commanditaires. Pourquoi on a retrouvé dans le fichier de Pegasus les numéros de téléphone de tellement de gens? Qui a demandé que ces services-là activent ces numéros en particulier? Et d'ailleurs, les gens qui sont sur les listes, sont-elles sûres d'avoir été écoutés? Par qui? Parce que Pegasus, en fin de compte, n'est qu'un moyen. D'accord? C'est qu'un moyen, c'est un moyen d'écoute, de surveillance. Mais il y a quelqu'un derrière Pegasus. C'est l'identification de ce quelqu'un qui est intéressant. Mais sinon, qu'on ait utilisé Pegasus pour écouter Pierre-Paul Jacques, très sincèrement, je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un foin et qu'on a l'impression que les âmes très nobles vont entrer en perdition. Non, franchement, c'est de l'hypocrisie, quoi. Je comprends pas. Et puisqu'on parle plus du Maroc, début de brouille de relations entre le Maroc et d'autres États, par exemple la France? Écoutez, je serais très imprudent à me faire l'exégète de quelques commentaires très sobres d'ailleurs des chancelleries franco-marocaines. Hein. Non, je ne sais pas. Début de brouille, je ne vois pas pourquoi. Parce que, écoutez, quand même, tel est pris qu'il croyait prendre, on va dire. Alors, on a écouté Macron. Personne ne sait si c'est les services secrets marocains qui ont écouté Macron, mais on apprend en même temps que le roi du Maroc a été écouté. Par qui? Par Macron?
Mon ami, c'est compliqué, hein. Donc, je leur souhaite du travail, mais pendant ce temps, il ne faut pas qu'il y ait trop de diversion, parce qu'il y a de vrais terroristes qu'il faut attraper par tout moyen. Et si c'est par Pegasus qu'on attrape les terroristes, on va applaudir. Si c'est par Pegasus qu'on on trucide des journalistes, on va dire attention. Et si c'est par Pegasus que des avocats ne peuvent plus travailler tranquillement en protégeant le secret professionnel de leurs clients, le monde est en danger, la démocratie avec. Dans cette affaire, vous avez parlé également du Togo. Que cherche le Togo dans ça et quelles conséquences ça peut avoir? Écoutez, vous me posez la question, mais j'ai à peu près la même curiosité que vous. Je ne sais pas ce que chercherait le Togo. Mais bon, enfin, cela dit, vous savez, on a au moins une assurance. Nos services secrets sont très bien équipés. Vous voyez, ils ont les instruments high-tech pour surveiller les gens qui seraient mal intentionnés. C'est quand même pas rien, n'est-ce pas? On peut applaudir à ça, au moins. C'est pas tout qui est mauvais. Voilà. Hein, soyons des citoyens de temps en temps heureux de quelques informations. Des acquis. Voilà, ça au moins c'est un acquis. Ça veut dire que nous, au moins, nous avons acheté les moyens de nous immuniser contre une forme de terrorisme. Ouais. À Dieu ne plaise que ce soit des petits terroristes à houppette qui viennent nous embêter dans nos rues. Hein, et que les vrais gros sont empêchés par Pegasus. Ouais. Ça, au moins, on peut prier à ça. Ouais. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer donc une petite pause et on revient pour Regard Croisé.